Non, moi je suis coach. Moi je suis coach. Alors, bonjour à tous, on va se retrouver pour ce 19e épisode, cette fois-ci avec David Mourabito. Bonjour David, Salut tout le ça monde. va, tu vas bien? Ça va impeccable, merci. Est-ce que tu peux nous dire où tu es? Là, je suis dans mon bureau à Blois. Il y avait entraînement ce matin et puis voilà, là, c'est une petite pause et puis après on repart sur le terrain. Nickel, pour te présenter rapidement, tu peux nous dire qui tu es? Mais je suis David Morabito, je suis le coach de l'AD Blois en Pro B cette saison. T'avais un match vendredi, ça s'est bien passé? Ouais, c'est ça, on a battu Héros, ça s'est bien passé. Et puis là, on prépare un gros match la semaine prochaine. On est deuxième, ouais, je suis le leader Orléans. En plus, c'est un derby, donc c'est une bonne semaine de travail. Ouais, parce que pour que vous sachiez un petit peu, nous on enregistre le podcast 31 mars, comme tu l'as dit, là vous êtes deuxième avec Blois. Du coup, la saison elle est pas mal pour l'instant. Oui, tout à fait. C'est une saison qui est clairement réussie. Et puis là, il reste 8 matchs de saison régulière, plus potentiellement des playoffs. Donc, il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais pour le moment, quand on regarde derrière, on est plutôt satisfait. Yes. Alors pour revenir sur toi, tout d'abord, toi le basket il arrive comment dans ta vie? Moi, le basket, il arrive très jeune, très tôt. Moi, je suis de la Côte d'Azur. Donc, j'ai joué, je pense que j'ai dû commencer à l'âge de 5 ans, quelque chose comme ça, à Fréjus. Voilà, c'est ma ville, chez moi. Et du coup, c'est mon père qui était basketteur. Et donc, je m'y suis mis. J'ai testé un petit peu le foot et tout, mais j'ai très, très vite accroché au basket. Et puis derrière, voilà, c'était parti. Toi, ta carrière de joueur, tu la qualifies comment? Tu peux nous en dire un peu plus? Elle était courte, très courte, mais Ouais. riche. Parce que j'ai vécu pas mal de choses sympas. J'ai fait centre de formation, j'ai fait sport pro A, j'ai fait pro A, pro B N1, j'ai connu de la Coupe d'Europe et de la Leaders Cup, ça s'appelait Semaine des As, moi à l'époque avec Nancy. Donc la Semaine des As, du temps en Semaine des As de la Coupe d'Europe avec Nancy, finale perdue à Bercy, 2 finales perdues à Bercy avec Nancy. Voilà, des descentes avec un titre de Pro B N1, une remontée avec un titre de N1 Pro B. Donc voilà, et après de niveau intermédiaire en National 2 pour passer vraiment dans le coaching à côté. Justement, ta carrière, tu l'as dit, elle a été courte, mais tu as quand même vécu pas mal de choses, tu viens de le dire. Pour revenir sur le côté du coaching, justement, c'est directement quand tu étais joueur, tu voulais t'orienter après sur le coaching, sur entraîner, rester dans le basket? Ouais, c'est quelque chose qui m'a vite attiré parce que déjà j'étais meneur de jeu et je pense que quand on est meneur de jeu, on a un côté où on réfléchit au jeu et moi je l'avais particulièrement parce que c'est quelque chose qui me plaisait et puis j'étais très souvent nommé capitaine de mes équipes parce que j'avais aussi ce côté, je pense, un peu fédérateur. J'aimais bien rassembler. J'aimais bien être un joueur important pour l'équipe, pas forcément le joueur le plus important dans le basket, c'est pas forcément cette lumière-là qui m'intéressait. C'était plus vraiment d'être le côté de pouvoir fédérer tout un groupe et des joueurs derrière un projet commun. Et j'avais déjà ce côté-là en tant que joueur. Et je sais, même à l'époque, même jeune, que ce soit en espoir ou quoi, mes coéquipiers souvent me taquinaient en me disant, mais toi, tu seras coach, c'est sûr, quoi. Et justement, la transition entre être joueur et être entraîneur, elle s'est faite rapidement. Comment ça s'est déroulé précisément? Moi, elle s'est faite vraiment rapidement parce que ma dernière année professionnelle à Antibes, je coach. Je coach des U11, les U11 du club d'Antibes. Je m'en souviens encore d'eux et cette saison, c'était incroyable parce que c'est quelque chose qui m'attirait. J'adorais. J'étais pas du genre à faire la sieste entre les entraînements et tout. J'avais plutôt la bougeotte. Donc, je me souviens tous les mercredis après-midi à Foch, la salle à Antibes, la salle du centre-ville. J'allais entraîner les petits U11 et le week-end les matchs, après mes matchs ou avant. Donc c'est quelque chose voilà que j'ai une transition que j'ai déjà fait même en cours et en fin entre guillemets de carrière pro parce que ça c'était j'avais 23 ans mais j'avais signé mon premier contrat professionnel à 16 ans donc c'était quand même ça quand on imagine arrêter pro à 23 mais quand on fait 16-23 ça fait quand même un peu de sacrifice d'heures d'entraînement et tout ça. Et du coup, voilà, après, j'ai fait la vraie transition l'année d'après en signant en National 2 pour pouvoir me permettre de prendre une équipe plus compétitive, les U15 élites à l'époque, et pouvoir vraiment
me projeter pleinement dans le coaching. Et justement, c'est pas compliqué de, t'étais joueur et tout, directement tu passes entraîneur. Pour toi, de ton côté, la transition, elle s'est faite rapidement, mécaniquement du coup? Ouais, parce que moi, je pense que quand tu as joué, c'est plus facile d'être un bon coach. Ça ne veut pas dire que si tu n'as pas joué, tu peux pas l'être. Ça veut pas dire que tu peux très bien ne pas avoir joué et être un excellent coach. Mais je pense que si tu as joué, ça te facilite des choses si, et seulement si, tu as l'humilité de ne pas croire que parce que tu as joué, tu sais tout. Voilà. Et en fait, cette transition-là, quand tu as déjà mis un pied dans les vestiaires, que tu étais de l'autre côté, tu as déjà ressenti des choses, tu as déjà vécu des situations différentes. Moi, j'avais eu la chance, même avec une jeune carrière, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, de vivre plusieurs choses différentes, des montées, des descentes, une Coupe d'Europe, des finales perdues, des finales gagnées. Et donc du coup, ça te permet aussi de faire un petit résumé un petit peu de tout ce que tu as vécu pour derrière te projeter dans ta carrière d'entraîneur. Et je pense d'avoir au début, avec humilité, un petit temps d'avance que si tu n'avais jamais mis les pieds dans un vestiaire. Et justement, tu l'as dit, tu as commencé avec les jeunes. Toi, tu es un entraîneur, même si on va revenir plus tard, qui a beaucoup formé. C'est ce qui t'a dit, vas-y, c'est cool d'être entraîneur, je vais pouvoir transmettre encore plus à des jeunes. C'est exactement ça. Voilà, j'ai adoré en fait rendre ce qu'on m'avait donné, quoi. Voilà, on m'a bien formé en tant que joueur à l'époque. J'ai beaucoup appris et j'ai eu envie de transmettre ça. Et d'ailleurs, le fait d'avoir envie de devenir entraîneur pro, ça a été très, très tard. Ça remonte à il y a 3-4 ans, pas plus, quoi, de commencer à y penser et à réfléchir. Sinon, c'est vraiment la formation qui m'avait toujours attiré. Alors, Antibes, tu as évolué dans ton coaching, enfin dans ta carrière d'entraîneur. Tu l'as dit, tu as entraîné les jeunes, et après un peu plus les pros. C'était comment cette transition, cette évolution? Bah, c'était une évolution intéressante parce qu'en fait, au fur et à mesure que tu grandis, tu changes de public. C'est pas Ouais. pareil les personnes que tu as en face, mais ce qui est intéressant avec le recul, je trouve, c'est qu'au final, les problématiques, elles sont pas tellement différentes parce que j'ai eu aussi la chance d'accompagner toute une génération d'équipe de France féminine, Photo, Rupert, voilà, la très très belle génération. Et je me suis vite rendu compte que, en fait, des états d'âme, des frustrations, il y en avait en jeune, il y en avait en fille, il y en avait en gars. Et qu'après, c'est vrai que quand tu te rapproches du monde pro, c'est peut-être un peu plus la pression autour, on va dire médiatique, voilà. C'est ça qui t'est un peu plus exposé. Mais sinon, sur le quotidien, je vois pas une énorme différence. Enfin, moi, j'étais très exigeant, j'ai toujours été très exigeant avec moi-même. Donc, c'est-à-dire que quand j'avais les espoirs, que ce soit à Blois, Nancy, j'étais exigeant avec moi-même. Donc, je sais pas parce que c'était les jeunes où ça va, c'était tranquille. Donc, du coup, cette exigence-là que j'ai aujourd'hui en tant qu'entraîneur pro, avec moi-même, avec mes joueurs, j'avais la même à l'époque sur les centres de formation. Et s'adapter auprès d'autres head coach, vu que tu as été dans différents staffs, c'était pas galère? Tu as réussi à Non, faire. non, justement, moi, je trouve que ça a été juste une énorme richesse parce que j'ai rencontré le fait notamment, par exemple, là, si je parle pour les joueurs, d'être dans le monde du milieu pro masculin, mais de travailler sur les équipes de France féminine, je trouvais ça très intéressant parce que ça m'a fait rencontrer des problématiques différentes. Et je me suis dit, dans ma construction, plus j'étais amené à rencontrer de problématiques, le jour où je ferai face à certaines situations, peut-être que j'aurai une expérience par rapport à celle-ci parce que j'aurai rencontré ou quelque chose de similaire, je saurais mieux réagir. Et je trouve aussi que quand on est entraîneur, on développe et on fait progresser nos joueurs et notre équipe. Mais je trouve que nos joueurs et notre équipe nous font également avancer et progresser, nous en tant qu'entraîneurs. Et le fait de rencontrer ces différentes problématiques et ces différents publics dans mes équipes, mais également, comme tu l'as dit, ces différentes personnes et staffs avec qui j'ai travaillé, ça m'a permis d'avoir une vision large, d'avoir plusieurs idées. J'ai essayé de prendre un petit peu de chacun de mes entraîneurs avec qui j'ai collaboré, que ce soit en tant que joueur, en tant qu'entraîneur, pour essayer d'avoir après ma propre philosophie. Et je pense que plus tu vois de choses, plus tu es en capacité d'avoir d'idées et que tu n'es pas enfermé dans une seule et même idée. Donc, justement, le côté équipe de France, comment l'opportunité elle s'est faite de rejoindre les L'opportunité, équipes? elle s'est faite parce que c'est Arnaud Dupillotte qui gère les filles à l'INSEP et qui m'avait proposé la chose parce qu'on s'était connus à l'époque quand moi j'étais joueur pro à Nancy.
Et en fait, quand il m'a proposé les choses, au début, je lui ai dit, pardon, je suis un coach de gars, c'est les filles, je sais pas trop, j'avais l'a priori débile un peu. Et il m'avait dit, ah, viens voir, c'est entre guillemets, tu vois, c'est une génération particulière. Et effectivement, quand je suis allé, j'ai trouvé que les filles avec lesquelles j'ai eu la chance de travailler, il y a Lara Rupert, Marine Fotou, enfin, pardon, Leïla Lacan, pour ne citer qu'elle, avaient déjà de la qualité. C'était des joueuses incroyables, vraiment incroyables, une grosse qualité de jeu, une exigence avec elles-mêmes et une volonté de réussir, de faire les choses assez exceptionnelles. Et du coup, bah, j'ai tout de suite accroché et je suis resté avec Arnaud tout le long de cette génération-là, championnat d'Europe, championnat du monde. Et c'était vraiment une super expérience en laquelle je garde d'excellents souvenirs. Surtout qu'en plus, t'as vécu les différentes aventures dans les compétitions internationales. C'était cool de vivre ça de l'intérieur. Ouais, c'est super enrichissant. Puis tu découvres d'autres baskets, championnat d'Europe, championnat du monde. Tu te retrouves à jouer des équipes Colombie, des choses comme ça que tu rencontreras jamais. Un basket totalement différent. Quand tu joues les Asiatiques, c'est super, c'est totalement différent leur basket. Et il y a des choses aujourd'hui. Je me souviens même qu'à l'époque, sur l'équipe de Nouvelle-Zélande féminine, je crois, elles avaient une petite technique sur des rebonds lancers francs que des fois j'essaye de mettre en pro garçon aujourd'hui. Donc je pense que c'est une richesse de rencontrer différentes situations, différents baskets, différentes philosophies. Et puis après, à toi, en l'occurrence là, moi, en tant qu'entraîneur, de faire une petite machine à laver de tout ça et de sortir, de garder ce qui m'intéresse et ce vers quoi j'ai envie d'aller. Toi, pour revenir sur ton coaching à toi, aujourd'hui, c'est quoi ta vision du jeu global? Ma première vision du jeu, c'est que le jeu, il appartient aux joueurs. Et que en fait, mon boulot, c'est de mettre les joueurs dans les meilleures conditions pour pouvoir performer. Et dans ces conditions-là, elles sont tactiques, physiques, techniques, pour moi, et mentales, pardon. Et du coup, donc en fait, l'idée, pour moi, c'est toujours à chaque fois j'échange avec mes joueurs. Il m'arrive de leur demander leur avis sur des situations, parce que derrière, c'est eux qui vont exécuter. Et que des fois, moi, j'ai une idée, tu peux avoir une idée en tant qu'entraîneur, mais si le joueur il n'a pas compris ou il n'arrive pas à la faire ou quoi, au final, c'est lui après qui va exécuter sur le terrain. Donc voilà, j'essaye d'échanger avec mes joueurs. Je suis un coach, je pense, assez ouvert dans l'échange. Après, mon boulot, c'est de trancher. Donc ça aussi, c'est moi qui tranche et qui décide de la manière dont on va jouer. Mais il m'arrive des fois d'avoir une idée sur une situation, par exemple, de la défendre de deux manières possibles et de proposer les deux solutions aux joueurs. Et leur demander dans laquelle moi, les deux me conviennent, je les trouve cohérentes par rapport à la manière dont on veut jouer, mais que eux vont devoir l'exécuter, et peut-être eux par rapport au placement ou au déplacement, est-ce qu'il y en a une qui se sentent plus à l'aise. Et je trouve que c'est des choses intéressantes parce que ça doit pas être le projet du coach, ça doit être un projet commun partagé. Et je vais même plus loin, si à un moment donné, si le projet il est porté par les joueurs, c'est encore plus fort. Parce que je trouve que si tu vas réprimander constamment un joueur, à un moment donné, il va faire les choses, mais parce que tu le réprimandes. Pas forcément parce qu'il a compris ou parce qu'il pense que c'est bien pour lui et pour l'équipe. Et si tu arrives à travailler en collaboration avec tes joueurs et qu'à un moment donné, de lui-même, le joueur, il a compris, ou les joueurs sont capables de réguler entre eux et que tu as ton capitaine qui va être capable de dire, les gars, là, on déconne, on n'est plus dans le projet, dans le truc, ça a beaucoup plus de poids et de valeur. Donc, j'essaie d'être encore ouvert là-dessus, tout en sachant et en étant conscient aussi qu'à un moment donné, celui qui verrouille et qui doit définir les choses, c'est moi. C'est moi. Ok, ça c'est hyper intéressant, j'adore. Et pour revenir un peu sur ta carrière, même si on va pas tout faire toutes tes expériences, pourquoi à un moment tu décides de quitter la Côte d'Azur et Antibes? Parce qu'en fait, moi, je suis de là-bas, mais j'ai été formé à Nancy, donc j'avais déjà vu autre chose. Je trouvais à l'époque que ça va être un peu dur, je veux dire, mais c'est pas la région la plus sérieuse pour le haut niveau. Et puis aussi, je trouve pas que ce soit une région archi basket. Il y a de la passion pour le basket. Il y a beaucoup de clubs de National 2 qui travaillent très bien, National 3, des bons jeunes et tout. Mais je prends l'exemple parce que c'est un peu mon club de cœur. Chez moi, tu prends Antibes, la salle, elle est jamais pleine. La salle est jamais pleine, il n'y a pas une passion folle pour l'équipe, pour le basket. Moi, je joue aujourd'hui à Blois, la salle, elle est pleine à craquer. Et donc, voilà, j'avais envie de trouver peut-être une autre ferveur, une autre, un peu plus d'exigence dans le travail, dans l'encadrement. Voilà, je dis pas que la Côte d'Azur, c'est pas possible que ça soit et tout, mais moi, à l'époque, en tout cas, où j'étais, c'était pas trop le cas.
Et puis aussi parce que j'avais eu un appel de Nancy, que j'avais été formé à Nancy au centre de formation Nancy. On m'avait proposé de récupérer le centre de formation et je trouvais l'histoire sympa. Et moi, vu que j'étais pas fixé sur les pros, bah, le fait de quitter un job d'assistant pro à l'époque de Julien Espinoza à Antibes pour aller sur un centre de formation, bah, je trouvais l'histoire, elle m'intéressait, je la trouvais intéressante, le challenge intéressant, et peu importe, jeune ou pro, quoi. Pourquoi après, tu l'as dit, tu vas à Nancy, pourquoi tu restes qu'une seule saison à Nancy? C'est J'ai hyper fait deux. important. Non, j'ai fait 2 saisons. Ouais. J'ai fait 2 saisons à Nancy parce que j'avais un contrat de 2 ans. Et puis après, il y avait l'entraîneur qui avait historique du centre de formation qui était passé sur les pros, qui n'était pas conservé sur les pros, donc qui revenait sur le centre de formation. Et puis en même temps, j'ai eu un coup de fil de Blois. J'ai trouvé le projet intéressant. Donc voilà, après, c'est les opportunités et les différents choix dans notre carrière, quoi. Justement, Blois, quand ça arrive, le centre de formation, c'est là le moment où ils le mettent en place, sérieusement, c'est ça C'est ça. directement qui t'a séduit? Exactement, c'est exactement ça parce qu'à cette époque-là, j'ai 2 autres possibilités en Betclic Elite. Donc c'était pro à l'époque sur des centres de formation. Mais en fait, quand je réfléchis, moi, comme j'ai dit, c'est jamais le nom de la division ou l'équipe et tout, c'était plus le projet qui m'interpelle. Et le projet me présente Julien Monclar, le président du Blois, m'interpelle énormément parce qu'en fait, il y avait tout à construire. Il y avait tout à construire et je me suis dit, si je vais là-bas en pro, en pro A, allez, en gros, je vais changer 3 joueurs. Je vais avoir une philosophie de jeu différente, bien sûr, que le coach d'avant, mais ça va être à peu près voilà, la même chose. Tandis que là, il fallait construire comment on allait organiser la scolarité, comment on allait organiser le temps de travail, l'individuel, comment j'allais me staffer, toutes ces choses-là. Et du coup, ça m'a vraiment plu de pouvoir vraiment mettre ma patte sur les choses. Et je sais qu'en plus, le club me laissait carte blanche là-dessus. Et ça m'a plu aussi parce que j'ai trouvé que le club avait une vision globale et qui allait plus loin que le centre de formation. Malheureusement, en France, il y a beaucoup de clubs où le centre de formation, c'est pour cocher une case. Voilà, c'est obligatoire, on le fait, c'est bon, on a les joueurs et tout. Là, à Blois, c'est différent. Il y a un vrai projet, il y a une vraie vision pour les jeunes. Et il y avait une continuité avec l'équipe professionnelle et avec Michael. Donc, c'est ça qui m'a définitivement convaincu. Justement, après, dans les premières saisons, c'est pas forcément fou parce qu'il y a le Covid. C'est Ça n'a ça. pas été chaud? Ouais, c'était dur parce qu'en plus, c'était pas mal du tout, la première saison, parce qu'on est, la première, je crois, elle s'arrête, on est à 3-4 jours de la fin, on doit être deuxième, je crois, en N3 à l'époque, puisqu'on était en premier temps N3 avec un groupe très jeune. Et l'année d'après, on a joué que les 5 premiers de la saison et on avait ces 5 victoires à 0 défaite. On avait un super groupe qui tournait bien. Et ouais, on est arrêté aussi par rapport au Covid. Donc, on s'est travaillé différemment. C'est vrai, on s'est entraîné, on n'a juste pas joué. Mais oui, effectivement, c'était une période un peu compliquée comme elle a été, je pense, un peu pour tout le monde à tous les niveaux. Et même pendant les entraînements, t'arrivais quand même à suivre après à l'extérieur? De quand même faire des choses en plus Oui, malgré oui, le on travaillait, on continuait à travailler, on continuait de toute façon, moi, je pars du principe que plus ton joueur elle est fort, plus ton équipe elle est forte. Donc, j'ai pas attendu le Covid pour faire du travail individuel et parce qu'il y avait plus de matchs. C'est quelque chose que j'avais dans ma philosophie, dans le travail au quotidien que j'avais mis avec mon staff. Et donc, du coup, on était dans la continuité là-dedans. Et aujourd'hui, de cette génération-là qui est quasiment qui est la toute première de l'histoire de Blois, on a quand même Alvin Zelat à l'époque qui est allé à l'INSEP et qui est aujourd'hui aux États-Unis. Et on a notamment Elliot Tillet et Hugo Béquignan qui sont aujourd'hui de très bons joueurs de National 1 et qui, je l'espère, vont très vite aller en Pro B. Justement, quand le Covid il se termine, t'as la saison 2022 qui est incroyable. Tu peux nous le raconter? Ouais, c'était là du coup on passe en espoir Pro B parce que je pense que le Covid ça a mis en avant en fait que les centres de formation de Pro B avaient les mêmes obligations que les centres de formation de Pro A, mais n'étaient pas jugés de la même manière parce que par exemple pendant le Covid on pouvait pas jouer alors que les centres de formation de Pro A pouvaient jouer. Donc il y avait les mêmes devoirs mais il n'y avait pas les mêmes droits. Donc la LNB a changé ça et donc du coup on s'est retrouvé en espoir Pro B et du coup là on est dans la continuité du travail qui a été fait avec le même groupe parce qu'en National 3 j'avais que des jeunes joueurs, j'avais pas un groupe de 27 joueurs de 25 ans et tout, je voyais pas l'intérêt dans un centre de formation. Donc, on avait beaucoup de jeunes. Et sur cette saison-là, sur la première, alors pas la première historique des Espoirs Pro B parce qu'il y en a eu à l'époque, mais on finit champion de France Espoir Pro B avec un
un Final Four à domicile, une salle 2000 personnes. Enfin, c'était quelque chose, un très beau souvenir pour le club, pour les jeunes joueurs et pour moi aussi. C'est à quel moment que le club, eh ben, il dit que tu vas peut-être avoir l'opportunité d'être avec les pros? Bah, en fait, j'y ai toujours été. J'y ai toujours été parce que moi, je suis quelqu'un de curieux. Donc déjà, j'ai changé beaucoup avec Mickaël à la base. Et puis après, Mickaël m'avait proposé de venir avec eux. Donc je venais tout le temps, mais je gardais les espoirs. Je voulais pas passer que assistant parce que voilà, j'aimais coacher, j'aimais mes jeunes. J'estimais que le travail qu'on avait fait ensemble n'était pas terminé. Donc en fait, je suis très vite allé avec les pros. Je crois qu'avec les pros, je dois y aller 2-3 mois avant le premier arrêt de saison de Covid. Donc j'ai basculé avec eux et puis bah, j'avais beaucoup de joueurs pros qui me sollicitaient pour du travail individuel et donc et puis moi je venais souvent aux entraînements pour échanger, regarder ce que faisait Mickaël et puis du coup bah voilà, ça s'est fait naturellement derrière. Et donc en fait après j'étais tout le temps avec eux parce que même en Espoir Pro B, bah, quand on jouait pas en même temps, j'étais avec les pros donc voilà, j'étais présent, je travaillais avec eux sur tous les entraînements donc Mickaël m'a impliqué très rapidement et c'est quelque chose que j'ai toujours fait et c'est après, en fait, après la saison Espoir Pro B, donc on a la chance de gagner les Espoir Pro et de monter en play-off avec les pros. Donc on se retrouve en Espoir Pro A et là aussi on fait une très très belle saison, on finit 3e du championnat, ce qui est une grosse surprise, on finit 2e égalité même. Et c'est après cette année-là où moi j'ai estimé que dans le travail que j'avais fait avec les joueurs, j'avais tiré le maximum d'eux OK. et que peut-être que pour eux continuer à progresser et tout, il fallait qu'ils aient un autre discours et que moi j'allais peut-être devenir un peu aigri avec eux, trop exigeant par rapport à OK. leur niveau, leur âge et je voulais pas devenir un vieux con, excuse-moi l'expression. Et donc j'ai senti qu'en fait c'était le moment peut-être pour moi de passer la main. Et ça s'est fait, en fait, cette réflexion, elle s'est faite quand les pros aussi m'ont demandé, parce qu'il y avait besoin d'un deuxième assistant, enfin, il fallait 2 assistants, de passer à 100% avec les pros. Donc, Les j'ai joueurs dit pour directement qui sont venus te voir? non, c'est Julien Moncler Michele, c'est le manager général et le coach pro, voilà, qui m'ont demandé, ce qui était quelque chose de naturel, puisque de toute façon, je l'étais déjà, alors que j'avais pas le titre sur le papier parce que j'étais responsable de cette formation, mais je l'étais déjà, donc je pense que bah, Michael, il savait qu'il avait quelqu'un avec lui qui connaissait, il savait comment je fonctionnais, moi je savais comment il fonctionnait, donc c'était facile. Il n'y avait pas de période de transition, d'adaptation, et pareil au niveau des pros. Donc c'est cette année-là où je lâche en fait le centre de formation pour faire 100% les. Et surtout que tu quittes les espoirs en étant, en faisant une saison de fou en Espoir Pro A et en plus en étant nommé meilleur entraîneur. C'est Ouais, archi bien de le ça dire comme ça. c'était un beau clin d'œil, surtout quand ça vient des autres coachs. Voilà, quand ça vient des autres coachs, c'est toujours très valorisant. Mais voilà, c'est surtout, voilà, moi c'était même pas, bon, on a fait un truc incroyable, on fera jamais mieux, j'arrête. Non, c'est surtout que j'avais senti que j'étais arrivé au bout avec cette génération-là et que pour eux comme pour moi, c'était important qu'ils voient autre chose. Justement, la transition qui a été faite avec les pros, ça a été plutôt simple à faire du coup, vu que tu étais déjà avec eux? Ouais, c'était très facile à faire. J'étais déjà avec eux. J'échangeais constamment avec Mickaël. On a beaucoup on a chacun un style de personne. On a une personnalité différente, bien évidemment, et peut-être un style un peu différent, mais on se rejoint sur beaucoup, beaucoup de choses dans le basket. Donc, c'était quelque chose de très simple. Quand, tu arrives dans le staff aussi, c'est quoi, ce que tu vas mettre en place lors des entraînements ou des matchs? C'est quoi Bah, ton rôle précis? c'est le coach qui décide. Donc, c'est Mickaël qui décidait. Donc, je m'occupais avec l'autre assistant Dominique Poinard d'une partie du scouting. Après, moi, j'avais pas mal en charge les joueurs parce que j'avais les joueurs qui me sollicitaient pas mal sur le développement individuel. Et vu qu'on prenait beaucoup de jeunes joueurs français, ça a développé. Ça a été la philosophie du club. Mbaye Ndiaye, voilà, Armel Traoré, Brice Dessatou. Bah, c'est vrai que j'avais un gros boulot avec eux. Mais ça empêchait pas les anciens, Thomas Corneli, Ben Monclar, de me demander de bosser avec eux aussi. Donc voilà, j'avais beaucoup de travail là sur le développement des joueurs où ce qui était cool avec Mika, c'est que j'avais carte blanche. Il me laissait faire ce que je voulais parce il savait aussi comment je fonctionnais. Donc, il savait qu'il y avait de la cohérence par rapport à ce qu'il faisait et ce qu'il demandait lui. Il allait pas avoir un discours totalement opposé. Donc voilà, il y avait beaucoup là-dedans. Et puis après, bah, c'était de l'échange en staff. Et après, dans ton rôle d'assistant, bah, tu fais tu dois t'adapter à ce que le coach, quoi. Quand, malheureusement, la saison de Blois en 2024, elle va pas être folle, malheureusement. Quand toi, on te dit, c'est toi qui vas prendre la suite et devenir head coach, comment tu le vis? Bah, c'était pas évident. C'était pas évident parce que c'est un sentiment bizarre. C'est un sentiment bizarre parce qu'il y a un côté
un peu fierté, et puis un côté aussi, voilà, quel challenge et tout, ça va être incroyable, il va falloir trouver des solutions et tout, c'est cool. Et il y avait un côté aussi un peu gêné parce que tu passes derrière quelqu'un que tu apprécies, Ouais, c'est ça. avec qui tu as beaucoup travaillé, tu passes après quelqu'un qui est aussi une icône dans un club. Donc il y avait un côté, en fait, j'arrivais pas du tout à l'apprécier. Et j'étais même, à chaque fois qu'on me félicitait ou quoi, j'arrivais même pas. Ouais, j'étais gêné en fait tout de suite. C'était ouais, mais enfin voilà, j'arrivais même pas à l'accepter. Et au final, ça a été un sentiment très étrange. Et du coup, je me suis vite réfugié dans le travail et dans l'équipe voilà, pour pas faire attention à ça. Et c'est vrai que c'était pas, voilà, c'est pas comme ça que j'imaginais les choses. C'est pas comme ça que j'avais prévu les choses. Mais le plus important pour moi, ça a été que quand ça s'est passé, la première personne que j'ai appelée derrière l'entretien avec les pros, avec le président et Julien, c'est Mickaël. Et voilà, il y avait aucun problème entre nous, il y avait aucun souci. Et il y avait quelque chose en fait qui était très important pour moi, c'est que quand ils m'ont rencontré et qu'ils m'ont dit qu'ils voulaient que ce soit moi, ils s'étaient séparés de Mickaël. Voilà. Et ça, c'était quelque chose qui était important pour moi, parce que je pense que s'ils m'avaient rencontré et qu'ils ne s'étaient pas séparés de Mickaël, et que ces 6 mois j'avais dit oui, qu'ils se séparaient de Mickaël, que j'aurais dit non. J'aurais dit non parce que je voulais pas être la personne en fait qui a le dernier mot, qui fait que. Donc voilà. Et donc en fait, en gros, quand ils m'ont présenté moi le président et le coach et Julien le projet, c'était si moi je dis non, c'est quelqu'un d'autre de l'extérieur qui viendra. Alors que les joueurs avaient émis le souhait que ce soit moi. Donc voilà. Donc je me suis dit bon écoute, c'est challenge. Je sais qu'aussi Mika, ça fait un moment qu'il voulait partir. Ah, Donc ok. c'était peut-être la fin de son histoire à lui. Et tant qu'avec Mika, c'était clair et tout, le reste, je m'en moquais. Tu l'as dit, du coup, tu travailles énormément. Toi qui deviens, du coup, maintenant head coach, c'est quoi exactement les choses que t'as voulu bosser, toi, sur ton coaching à toi? Ce que j'ai voulu bosser, c'est déjà, je bosse tous les jours. Je dis que je bosse tous les jours, dans le sens où pour moi, on apprend tous les jours encore. On apprend tous les jours encore parce qu'en fait, les générations changent, le basket change, il est constamment euh, en mouvance, et ça évolue. Et que si tu es enfermé dans des certitudes, moi je dis toujours, j'ai pas de certitude. J'ai des convictions fortes, mais j'ai pas de certitude. Je veux pas m'enfermer dans des choses, je suis ouvert, je regarde, je suis curieux. Il y a des choses que je fais aujourd'hui que j'aurais jamais pensé faire à l'époque. Il y a des choses qu'on voit dans le basket aujourd'hui qu'on n'aurait jamais pensé voir à l'époque. À l'époque, un poste 5 qui shoot à 3 points, enfin, jamais de la Ah, vie, ouais, quoi. personne n'a pensé Un ça. shoot en première intention en rythme, jamais de la vie. Aujourd'hui, tu joues en 24 secondes dans le contrôle et tout, tu t'emmerdes toi, tu fais chier le public, tu fais, voilà. Donc voilà, donc je pense il faut pas être enfermé dans les choses, faut être curieux. Et donc, du coup, c'est ça qui me fait aussi bosser tous les jours, c'est que tu vois un match en ligne, tu dis, ah tiens, ça c'est intéressant comme mouvement. Tu vois même un match de Pro B. Moi, je vois d'autres équipes des fois, je me dis, tiens, ça c'est super bien ce qu'ils font, tout c'est intéressant. Donc en fait, c'est ça qui fait que tu travailles constamment, et puis tu cherches aussi à toujours faire évoluer ton équipe à ce qu'elle progresse. Donc voilà, et c'est ce travail-là, c'est ces heures de travail-là, tu es forcément un peu plus exposé. Mais comme je t'ai dit au départ, moi, j'ai toujours été exigeant avec moi-même, donc ça me change pas grand-chose par rapport à la manière dont je fonctionnais avant. Malgré ça, vous allez quand même descendre, même si vous terminez avec une victoire. Ce sentiment, il était pas hyper encore plus bizarre? C'était bizarre, c'était bizarre parce qu'en fait, on descend, ou je crois, on fait 3 victoires sur les 4 derniers matchs. Et en fait, on descend au moment où j'ai le sentiment, et c'est même pas moi qui le dis parce que derrière, j'ai débriefé avec chacun des joueurs, où le sentiment où j'ai réussi à mettre en place ce que je voulais mettre, où eux ont compris, et on avait l'impression d'avoir une dynamique où on faisait 10 matchs de plus, on se sentait capable, c'est peut-être pas le cas, hein, d'en prendre 8. On avait trouvé une alchimie, quelque chose derrière laquelle on avait couru toute la saison. Et on l'a trouvé à la fin, malheureusement un peu trop tard. Mais ça m'a aidé à moi, je pense, à gagner du temps sur ma deuxième année, parce que de voir les choses que j'avais mis en place, qu'est-ce qui avait fonctionné, qu'est-ce qui avait moins bien fonctionné, pourquoi. Et aussi, ça a permis aussi peut-être que s'il n'y a pas ce passage-là, il n'y a pas cette bonne saison-là pour l'instant. Donc, l'histoire, on ne le saura jamais. Mais ouais, je crois qu'on apprend notre descente. Enfin, on l'apprend dans le courant du match de Strasbourg, parce que quelqu'un nous l'avait annoncé dans la salle. Mais on l'apprend, en fait, on descend quand on est presque en train de faire la fête avec nos supporters qui sont venus à Strasbourg, où on fait un super match et on gagne.
et ça faisait plaisir à tout le monde. Donc c'est vrai que c'était un sentiment un petit peu étrange. Quand du coup tu descends, tu sais que tu vas être en Pro B la saison prochaine, directement tu veux entamer un nouveau cycle? Parce que tu as dit dans différentes interviews sur lesquelles j'ai pas mal bossé ce podcast que tu veux démarrer un nouveau cycle sur plusieurs années. C'est ça. Bah, en fait, le truc, c'est qu'à ce moment-là où je reprends l'équipe en Betclic, moi, j'avais juste dit au club, moi, je veux bien, voilà, je suis salarié du club, s'il faut aider le club, je l'aiderai, il n'y a aucun problème. Mais ce que je voulais, c'est pas être jugé là parce que l'équipe, je l'avais pas choisie et ces choses-là, c'est d'avoir et le club me dit aucun souci, on sera ensemble après, il n'y a pas de problème, voilà. Et donc, ouais, parce que je voulais faire une équipe qui me correspondait plus. Comme je l'ai dit, j'avais beaucoup de similitudes avec Mickaël dans le basket. Mais après, on est deux personnes différentes, donc c'est normal aussi qu'il y ait certaines différences. Et donc, voilà, je voulais faire une équipe qui me correspondait plus. Et ce que je voulais aussi, c'est que le fait que l'on descende, c'est qu'on ne perde pas notre identité club. Parce que ces dernières années, il y a Chalon qui est descendu, il y a Nancy qui est descendu, Pau là qui est descendu. Eux, c'est des gros clubs calibrés Betclic et donc en fait, ils veulent remonter et tout ça. Et nous, on reste un petit club qui a eu la chance de vivre une belle expérience de 2 ans. Alors, elle était difficile, on a perdu beaucoup de matchs, tout ça, mais et en fait, quand on redescend, on n'est pas un cadre de Pro B. On n'est pas un cadre de Pro B. On est vu comme un gros club de Pro B parce que le club travaille super bien et a toujours de bons résultats. Mais sur le papier, que ce soit le salaire, les salaires, la masse salariale, les infrastructures, on n'est pas un cadre. Ça n'empêche pas que tu peux très bien travailler et être en haut. Et donc, du coup, je voulais pas l'idée, c'était pas de descendre et de dire, bon, on a goûté à la Betclic, on oublie toute la philosophie qu'on a, tout ce qui est Bois, ce qui a fait Bois les dernières années, les jeunes joueurs français, tout, pour en fait faire un peu n'importe quoi, pour vite faire des équipes pour remonter parce que notre place, c'est en Betclic. Non. Et ça, sur ça, j'étais totalement aligné avec le club. J'avais aucun doute sur ça avec le club et Julien. Et l'idée, c'était de dire, voilà, on va repartir comme on est avec des jeunes joueurs français, les faire travailler, les faire progresser, leur donner leur chance de s'exprimer. Et on sait aussi que des fois, avec des équipes comme ça, bah, tu peux être en haut, puis tu peux être un peu plus en bas milieu parce qu'une équipe jeune, bah, forcément, elle a plus de fragilité. Donc cette année, on est en haut et c'est assez agréable. Surtout qu'en plus le début de saison il est idéal pour vous. Ouais, on fait vraiment un super début de saison. On est vraiment totalement dans ce qu'on veut faire. On est alignés tous ensemble, les joueurs, le staff. Et voilà, après, on a eu un petit moment un peu plus dur, mais au lieu aussi, on a eu une grosse blessure de Lucas Golin qui a un peu cassé notre dynamique. Mais voilà, maintenant, quand on repense avec là, on a 8 matchs de la fin, on a vraiment eu cette période de 4 matchs un peu compliquée. Sinon, on a toujours été plutôt bien et cohérent dans un championnat qui est vraiment d'un excellent niveau. Toi qui as connu, t'as déjà connu précédemment la Pro B avec Antibes. Comment tu vois l'évolution du championnat de Pro B? Incroyablement, le niveau, il est incroyable. Le niveau est incroyable et encore là, cette année, tu discutes juste avec des coachs un peu plus expérimentés que toi et qui n'étaient là juste même que l'année dernière et qui te disent, mais c'est encore monté de 10 étages. Aujourd'hui, il y a une marge entre la Pro B et la Pro A sur les 5-6 premiers clubs en haut. Aujourd'hui, entre le haut de tableau de la Pro B et le bas de tableau de la Pro A, je suis pas sûr qu'il y ait une marge énorme. Je suis pas sûr. Je crois que je pense même qu'il n'y en a pas. Voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, dans le basket, on a des locomotives, les clubs européens qui sont top, les clubs d'Euroleague qui tirent vers le haut. Après, il y a peut-être on le voit d'ailleurs au travers de Saint-Quentin, ce que fait Saint-Quentin. Et je pense que derrière, et je ne vais pas citer le club parce que je ne veux pas faire d'injure à qui que ce soit, mais je pense que tu as beaucoup de clubs en Pro B. Aujourd'hui, tu les mets en Pro A. Je ne suis pas sûr que ce soit différent que certains autres et vice-versa. Donc, je pense qu'il y a aujourd'hui, il y a une LNB qui est forte. Même Ouais, le au niveau niveau de la global. Pro A aujourd'hui, en haut, c'est très fort. Toi qui as connu cette année une saison exceptionnelle, qui est pour l'instant très bien, même si elle n'est pas finie, tu as connu le All-Star Game. C'était cool? Ouais, c'était sympa. Après, en tant que coach au All-Star Game, tu fais pas grand-chose. C'est Ouais, c'est vraiment pas grand-chose, mais c'est bien. c'est le moment des joueurs. Non, ce qui est intéressant, c'était de voir, mais même si je les avais vus, puisqu'il y en a que j'avais joué là. Parce que moi, en plus, quand je reprends l'équipe l'année dernière en équipe, sur les 9 derniers matchs que je dois prendre, je prends les 9 premiers. Ouais, je sais. Donc, j'ai forcément vu les meilleurs. Non, c'était de voir le niveau intrinsèque des joueurs. Il est incroyable. Quand tu fais un shooting le matin de match avec TJ Short, Mike James, et tout, c'est le niveau Robertson,
Enfin, c'est le niveau intrinsèque des joueurs, je pense qu'on mesure pas encore à quel point le niveau des top joueurs français et étrangers dans notre Betclic, il est très haut. Aujourd'hui, il y a peut-être encore l'Espagne devant nous. Et je vois personne d'autre, hein. Si tu prends la Grèce, t'as le Pana, Olympiakos et tout, mais après, c'est quasi tout, quoi. Là, aujourd'hui, en France, le niveau, il est très, très haut. Très, très haut. T'étais à côté de Fabrice Lefrançois, t'as pu discuter un peu, t'as pu échanger? Ouais, on a pu discuter ensemble, on se connaissait déjà, on s'était un petit peu croisés, et c'est un moment sympa, c'est un moment vraiment de partage où, on- où tout le monde est un petit peu différent que de la tête dans le guidon durant la saison, donc c'est un moment un petit peu à part qui est très sympa, mais voilà, ça reste le moment des joueurs quand même, c'est pas le moment des coachs. Juste un peu avant de terminer ce podcast, toi qui as entraîné des féminines, t'as toujours un œil sur ce basket féminin? Non, honnêtement, alors je l'ai sur les filles parce que j'ai gardé d'excellents contacts avec Marine, Fotou, Iliana, Rupert, Marie Panton, pour citer qu'elle et plein d'autres. J'ai gardé contact avec elles et elles, je les suis toujours. Je regarde un petit peu ce qu'elles ont fait, comment ça se passe, je leur envoie on sort des petits messages de temps en temps, mais c'est vraiment elles parce que j'ai une Oui, histoire tu les entraînais. particulière avec elles parce on s'est côtoyés, on a vécu des moments forts ensemble dans les championnats d'Europe et du monde. Mais sinon, ouais, si je tombe sur un match comme ça, je peux regarder. Alors, si, j'ai ma fille qui joue en U13, donc je suis un peu le basket féminin U13 local. Mais non, non, c'est tout. C'est vraiment, voilà, c'est vraiment juste comme ça, pas plus que ça. Aujourd'hui, toi, ton objectif à court terme, c'est de remporter les championnats de Pro B? Euh, à court terme, bah, alors là, on va dire à court terme, il reste 8 matchs, bah, c'est d'essayer d'aller avec l'équipe le plus haut possible. 8 matchs avant la fin du championnat, puis après potentiellement des playoffs. Euh, voilà, moi j'essaye, c'est pas évident et c'est pas de la langue de bois de pas raisonner en termes de résultats. Moi, ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est quand mon équipe elle joue bien au basket. C'est quand on finit la saison sans regret. Ça veut dire on pense exploiter tout, voilà, tout donner, exploiter toutes nos capacités et on a été la meilleure version de nous-mêmes. Et puis aussi, je pars du principe on a des gens qui nous suivent et des spectateurs, des fans, et que ces gens-là soient fiers de nous, de leur équipe à la fin. Et que voilà, aujourd'hui, je pense pas, je peux me tromper, mais je pense pas, par exemple, que Aix-Maurienne sera champion. Mais est-ce que le fait qu'ils soient pas champions va faire qu'ils ont pas fait une bonne saison Oui, et que les oui, gens oui. seront pas vraiment fiers et heureux de leur saison? Donc voilà, je pense qu'il y a aussi les émotions qu'on arrive à transmettre. Donc voilà, mon objectif, c'est qu'à la fin de la saison, que les gens me disent, peu importe le résultat, ah, on a passé une bonne année, ah, lui, on a vu l'éclosion de ce joueur-là, c'est génial. Voilà, que je sente que quand j'échange avec les gens ou quand moi je me refais la saison et que j'échange avec nos joueurs, il y a un sentiment de fierté, de devoir accompli et du fait qu'on a pris et donné beaucoup de plaisir ensemble. Toi, à long terme, en tant qu'entraîneur, c'est quoi ton objectif? De progresser, d'être un meilleur entraîneur chaque jour. Voilà, j'espère être meilleur demain que je ne l'étais hier, d'être meilleur l'année prochaine. Et puis c'est pareil, voilà ce que j'essaye de faire avec mes équipes, je me l'applique à moi-même. C'est-à-dire que bien sûr qu'on rêve tous d'être un coach d'Euroleague, d'une Coupe d'Europe, de première division et tout, mais c'est surtout voilà, d'être heureux et épanoui dans ce que je fais, quand je regarde à la fin d'une saison, ma saison, être fier de ce que j'ai fait, de mon travail, de mon investissement. Et voilà, d'essayer d'être le meilleur coach possible. Et comme je l'ai dit avec mon équipe, avec moi aussi, être la meilleure version de moi-même. Eh ben, on va se quitter là-dessus. Merci, David. Merci, avec plaisir. Non, moi je suis coach. Moi je suis coach.